La nation, un terme qui revêt une réalité différente d'un État à un autre, qu'on retrouve évidemment un peu partout. Qu'est-ce qu'il faut entendre, qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on utilise le terme de nation? On a tous appris à l'école que c'était une sorte de concept universel, qu'on pouvait en parler, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, c'est probablement ce qu'on vous a appris aussi, et c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas correctement parler de la nation romaine sous l'Empire, de la nation grecque classique, de la nation de Montezuma, de la nation de Gengis Khan. Ce ne sont pas des nations. Nation, c'est un mot qui existe depuis très longtemps, mais qui acquiert un sens totalement nouveau à la fin du XVIIIe siècle. Alors, même dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui donc résume les visions classiques des concepts, il nous dit « La nation, c'est un terme assez anodin qui dit une vaste assemblée de populations qui est enfermée dans des frontières et soumise à un même gouvernement, et qui du coup, avec le temps, acquiert certains caractères particuliers. » Bon, rien de très bouleversant jusque-là. Et tout à coup, à partir de 1789, le concept va changer complètement de sens pour désigner non pas une assemblée de gens, mais une sorte d'être animé, biologique, pourvu d'une volonté unifiée, capable de l'exprimer ou d'être exprimée par des prophètes ou par des représentants politiques, et qui a une unité, une homogénéité qu'on ne supposait pas dans la notion antérieure de nation, ou dans celle de population, ou dans celle de peuple, qui étaient des notions équivalentes auparavant. Alors, il faut un petit recul historique pour comprendre comment on en arrive là. L'État, déjà, qui lui non plus n'est pas une notion universelle, commence à se forger en Europe à partir de la fin du Moyen-Âge. Il y a des rois qui essaient de consolider des territoires à peu près unifiés sur un ensemble de populations toujours diverses, qui au départ parlent des langues multiples, qui n'ont pas une histoire nécessairement commune, et ces rois vont tenter de leur imposer une administration unique, une fiscalité unique, s'attribuer le monopole de la force publique, etc., etc. C'est un processus qui est assez long et qui va homogénéiser de plus en plus les peuples en question. L'État se forge progressivement, mais il faut voir que c'est dans le contexte pan-européen des grandes découvertes. Donc vous avez toute une série de monarchies qui s'échangent par des guerres aristocratiques ou par des héritages dynastiques, qui s'échangent des territoires. Ces territoires changent de roi sans nécessairement que ça change fondamentalement leur situation, leur mode de vie ou leur législation. Et l'ensemble de ces royaumes va se lancer à la conquête du monde, à la conquête des Amériques, à la conquête de l'Afrique, à la conquête de l'Asie, et ça va concerner énormément de pays européens, puisque vous avez évidemment la Grande-Bretagne, enfin ce que nous appelons aujourd'hui la Grande-Bretagne, qui n'existe pas encore, ça concerne la France, ça concerne les Pays-Bas, ça ne concerne pas encore la Belgique, mais ça le fera plus tard, ça concerne naturellement l'Espagne, le Portugal, enfin bon. Donc la plupart des pays d'Europe occidentale vont se créer chacun un empire. Et cette création d'empires extérieurs va leur donner un désir de domination de l'ensemble continental européen. Et d'être l'unique dominateur de l'ensemble européen, peut-être avec une nuance s'agissant de la Grande-Bretagne, qui, elle, s'arroge les mers et qui, du coup, pratique une politique d'équilibre où elle va empêcher les autres de prendre le contrôle du continent européen. Et c'est à ce moment-là que progressivement, chacun de ces États essaye de devenir de plus en plus homogène, de plus en plus puissant, pour acquérir cette puissance. Mais la légitimité de chacun de ces gouvernements, c'est une légitimité de droit divin, c'est une légitimité monarchique.
À la fin du XVIIIe siècle, il se produit un phénomène extraordinaire, c'est que un roi se fait couper la tête, ou en tout cas la légitimité n'est plus de droit divin. Et vous avez des gouvernants qui sont à la tête de la première puissance d'Europe, qui est assiégée par l'ensemble des autres qui disent « mais non, la seule légitimité possible, c'est la légitimité de droit divin, donc il faut se calmer ». Et ces gens-là sont obligés de se créer et de s'inventer une légitimité qu'ils n'avaient pas. Et cette légitimité, ça va être la nation. C'est de dire, ce n'est pas l'État qui a transformé une population en un être homogène, mais cet être homogène a toujours existé, il s'est développé dans le temps, et c'est lui qui est le véritable souverain. Les rois n'ont jamais été les souverains. Et cet être presque animiste qu'on invente à cette époque, à partir de rien, devient la source du pouvoir et offre au gouvernant la possibilité d'exprimer sa volonté. Alors, soit par la voie électorale, soit par une sorte de voie prophétique, chacun s'arrogeant une capacité particulière de comprendre la nation et de l'exprimer. Il va y avoir une deuxième conséquence, c'est que auparavant, les guerres, elles étaient faites par les rois. Elles étaient faites de manière aristocratique. C'était des engagements généralement assez limités, dans lesquels la population pouvait participer volontairement, en disant, voilà, payez-moi pour que je participe à la guerre. Soit pour mon roi, soit d'ailleurs pour un autre roi, en tant que mercenaire. Ce que les Suisses ont fait très très longtemps. Tandis que là, cette fois-ci, c'est la nation qui fait la guerre. Et donc, elle doit s'engager tout entière. Et on invente une notion qui n'avait jamais traversé l'esprit de personne dans l'histoire du monde, c'est la levée en masse. L'idée que ce ne sont plus des 10 000, 50 000, 150 000 hommes qui vont faire la guerre, c'est 1 million. 1,5 million pendant les guerres napoléoniennes, dont au moins la moitié sont mobilisables sur le champ de bataille. Donc, un ordre de réalité militaire totalement différent arrive et il est strictement corrélé à la nation. Une fois que vous avez inventé cet être-là, les autres États n'ont plus le choix. Ils sont obligés de devenir des nations. Parce que comment ils vont pouvoir lever aussi des armées de même taille? Donc la Prusse va commencer par nationaliser son armée. La moitié de l'armée prussienne était composée d'étrangers. Là, on va dire non, il ne faut plus que ce soit des Prussiens. Et tous les États vont faire de même. Et il va y avoir un effet de domino ou de choc chimique qui ne s'arrête pas et qui ne s'arrête toujours pas aujourd'hui, qui oblige tous les États du monde à tenter de devenir des nations. Donc c'est un bouleversement sans précédent dans l'histoire du monde et qui est lié à une notion qui est tout à fait datée, qui ne permet pas de décrire les pays et leur histoire, y compris les pays européens. Un très grand théoricien de la nation française, qui est Renan, explique qu'il ne faut pas hésiter à faire des erreurs historiques volontaires. Parce que, évidemment, les fondements historiques de cet être animé sont faux. Il est impossible de dire que la France existait à côté de l'Espagne, à côté de l'Allemagne, parce que faire de Charlemagne qui est Karl der Grosse, devient allemand pour les Allemands, et Charlemagne devient français pour les Français. Que devient Charles Quint, qui est un bourguignon, mais en même temps prince espagnol, empereur germanique. Donc, vous aviez tout au long du Moyen-Âge, vous aviez des pays et des dynasties qui s'entremêlaient continuellement. Et maintenant, on va nier cette réalité pour dire qu'il y a une ligne directe qui nous conduit, pour ainsi dire, de l'Empire romain, qui va se diviser en fonction des tribus germaines qui l'auront conquis et divisé, et qui vont faire son essence. C'est un peu plus compliqué dans le cas de la France, puisque il va falloir que les Français soient des Gaulois et non pas des tribus germaines, bien que ces dynasties soient germaniques. Voilà, en gros,
comment ce concept apparaît. Et il a donc des conséquences militaires, mais ça ne veut pas dire pour autant que les nations sont réalisées. La France, par exemple. La France, si vous prenez la Savoie, ça fait partie de la France, vous êtes d'accord? Elle est rattachée à la France 20 ans après le Sénégal. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une naissance de la France qui impliquait que la Savoie en fasse partie. De la même façon, la moitié de la France parle des langues occitanes. En 1914, après des décennies de scolarité obligatoire, la moitié des conscrits français ne parlent pas le français ou le comprennent à peine. Nous avons encore un écheveau de groupes ethniques différents, à la fois régionaux, renforcés par la diversité évidemment des empires. Car plus vous êtes puissant, plus vous êtes un empire, plus vous êtes composite. Le seul moyen de ne pas être ethniquement composite, c'est d'être un raté historique, en quelque sorte, et d'avoir jamais réussi à conquérir personne, à faire des alliances avec d'autres pays, etc. Donc la nation, c'est un concept très important, mais qui ne correspond pas à une réalité historique.